Et une minute, soit en direct. Et si le bonheur c'était simplement de se choisir chaque jeudi à 10 heures, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur, une émission lumineuse, tendre et vibrante, seule seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée de où que vous soyez sur cette belle planète, bienvenue. Coucou Dominique, coucou à tous les auditeurs, les auditrices, ici Mario Gem, toujours heureux de te retrouver pour ouvrir cette belle émission sur Radio Odyssée. Aujourd'hui, Dominique a la joie d'accueillir Christian Junot, ancien banquier devenu expert dans la relation à l'argent, formateur, auteur et accompagnant des transformations profondes. Ensemble, Dominique et Alain vont explorer ce lien subtil entre notre manière de nous choisir et notre rapport à l'argent. Un voyage vers plus d'amour, de liberté et de conscience. Bienvenue à bord, prenez place, ouvrez vos oreilles et votre cœur. À toi, Dominique. Bonjour Mario, bonjour Christian, bienvenue à tous les auditeurs qui sont avec nous. Christian, c'est un honneur et un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Dominique, merci et Mario aussi, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aussi aujourd'hui. Alors, je sais que ce dont on va parler aujourd'hui, ça fait des années que tu nous en parles, mais c'est tellement, tellement un sujet épineux pour beaucoup de gens, de prise de conscience, de se trouver à travers ça, de pourquoi j'ai pas d'argent, pourquoi j'en manque, et tous ces questionnements qu'on va regarder un peu aujourd'hui. Alors, je voulais commencer en fait par le fait que ben, nous, on se connaît, ça fait quand même pas mal d'années. On est concitoyens suisses, même si moi j'habite au Québec depuis presque 40 ans. L'année prochaine, ça fera 40 ans. Et en fait, quand on s'est connus, tu m'as raconté ton histoire. Et c'était il y a quand même pas mal d'années. Et je me souviens que tu me disais, j'avais beaucoup d'argent, entre guillemets, dans mon compte en banque, mais j'avais toujours l'impression d'en manquer. Et moi, je te répondais, ben moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai jamais eu d'argent dans mon compte en banque, mais j'ai appris à m'en faire avec et puis à pas me stresser avec. Alors, on est vraiment à deux extrêmes quelque part. Et aujourd'hui, ben moi, mon compte en banque, il est bien rempli. Le Mhm. tien, je pense aussi, mais tu n'as plus ce stress de manque. Alors, si tu pouvais nous en parler un peu, qu'est-ce qui t'a amené en fait à réaliser que tu étais en manque malgré le fait d'avoir de l'argent et de Oui, voir un peu qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui en fait. merci. Ben, c'est vrai qu'il y a des fois dans la vie, il y a des déclencheurs, c'est-à-dire que quand on est pris dans un piège que celui de la peur, la plupart des êtres humains, et c'était mon cas, ne se rendent pas compte. C'est comme une habitude d'avoir peur et de voir les choses d'une certaine manière, c'est une manière plutôt étriquée. Autrement dit, de voir ce qui manque plutôt que ce qui est déjà, c'est vraiment ça, hein, j'appelle l'esprit de manque par opposition à l'esprit d'abondance, et j'étais vraiment là-dedans. Et même que mon épouse me disait de temps en temps que j'étais comme bien stressé avec les questions d'argent, je n'arrivais pas à l'entendre. Pour moi, j'étais économe, raisonnable, sérieux, et je n'arrivais pas à voir en quoi tout ça était un problème. Et il y a le déclencheur pour moi, c'était mon fils, un de mes fils, plutôt, j'ai trois enfants, qui à table m'a traité de radin devant et c'est son frère et sa sœur, et devant Anne-Chantal, mon épouse, et aucun des trois n'a bronché, aucun des trois ne m'a défendu. Et là, j'ai vécu un grand moment de silence, et de silence et surtout de solitude, plutôt que silence, mais de solitude, je veux dire. Et surtout, je me suis raconté une histoire à la vitesse grand V, sans que j'aille la vérifier, heureusement, qui est peut-être ce qu'il n'est pas, si je ne suis pas aussi généreux qu'il l'aimerait, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, je pense selon lui, peut-être c'est parce qu'il pense que je ne l'aime pas. En tout cas, c'est l'histoire que je me suis racontée, et cette histoire a été
je veux dire, suffisamment impactante en moi. Et par chance, j'ai envie de dire, je ne suis pas allé la vérifier, parce que si je l'avais vérifié, je suis sûr qu'il m'aurait dit non. Mais de l'avoir imaginé, de l'avoir gardé, ça a été comme un tremblement de terre en me disant, là, il faut que tu t'occupes de ton rapport à l'argent, il faut que tu en fasses quelque chose. Donc, c'était un premier déclencheur. Et puis, j'arrive pas à chiffrer quand, mais je dirais pas si longtemps après, j'ai fait la rencontre de Peter Koenig parce que travailler sa relation à l'argent, c'est une chose, mais encore faut-il savoir quand et avec qui il a travaillé. Toi, j'avais jamais entendu parler de relation à l'argent, même en étant banquier. Et quelques temps après, je rencontre Peter Koenig par hasard, si le hasard existe évidemment, et qui lui a fait des années de recherche sur ce thème de rapport à l'argent. Donc là, il a mis des mots effectivement sur mes mots MAUX. Et je me suis dit, bon, il faut que je travaille avec lui. Et finalement, j'ai décidé de devenir son organisateur en Suisse francophone. Et c'est comme ça que j'ai organisé 7 fois un atelier de 2 jours pour lui. Je les ai tous suivis parce que je trouvais absolument passionnant et fascinant dans ce qui s'y passait. Et ça m'a permis d'apaiser mon rapport à l'argent. À la fin, j'ai même été licencié suite à la fameuse crise des subprimes. J'ai décidé que j'allais me mettre à mon compte et je pouvais le faire parce que j'avais trouvé une certaine forme d'apaisement malgré l'inconnu de ne pas savoir ce que j'allais gagner, alors que j'étais très stressé en gagnant bien plus d'argent que la moyenne auparavant. Et c'est comme ça que rapidement, il m'a dit, Christian, tu peux aussi le faire, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu dans un des thèmes parmi d'autres que j'allais animer à ce moment-là, sans imaginer que finalement ce thème, assez rapidement, allait prendre toute la place. Et en fait, à travers tout ça, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, en fait, il y a eu un moment donné où tu as eu à te choisir là-dedans. Hmm. Te choisir entre justement pas être généreux ou radin et être généreux, mais et en avoir assez. Alors, qu'est-ce qui a fait que tranquillement, à travers j'imagine, le chemin que tu as fait avec Peter Koenig, tu as passé de cet état de manque, cette considération du manque versus la considération d'abondance? Oui, alors là aussi, c'est un chemin, tu vois, qui se fait un pas après l'autre. Il n'y a pas eu un truc brutal. Moi, je me suis réveillé un matin et tout à coup, mon regard sur la vie avait changé, hein. Ça peut arriver pour certains, mais ça n'a pas été mon cas. Mais je dirais que entre le moment où j'ai connu, juste après que j'ai connu Peter, j'ai déjà changé de métier à l'intérieur de la banque. Et, euh, et puis j'ai commencé à avoir affaire à des dirigeants, des dirigeants de succursales et autres. Et comme ça faisait déjà des années que je faisais du travail personnel, que je faisais beaucoup de communication non violente d'ailleurs, et que je voyais que j'avais un regard et une compréhension de l'humain que eux n'avaient pas. Et j'ai pu voir durant ces 2 ans, en tout cas 2 ans et demi qu'a duré ce poste avant que je me fasse licencier, à quel point j'avais un regard singulier et je dirais innovateur et aidant pour ces personnes-là qui avaient des postes supérieurs aux miens mais qui n'avait pas du tout cette perception de l'être humain. Donc, au fond, cette période-là m'a permis déjà de booster mon estime de moi. Et quand on arrive à se donner plus de valeur, souvent, on arrive à donner plus de valeur à ce qu'on fait aussi, parfois. Donc, à changer mon regard sur moi, parce que j'avais un regard sur moi qui restait quand même assez dans les esprits de manque, de voir tout ce qui n'était encore pas assez plutôt que ce qui était déjà, si tu veux. Et c'est comme ça que, par une multitude de petites choses, finalement, et je te dis, je peux pas te donner un déclencheur. J'ai commencé à de plus en plus tourner mon regard sur ce qui était déjà là, y compris ce que j'étais déjà, plutôt que ce qui manquait en quelque sorte. D'accord. Effectivement, on parle d'estime de soi. L'estime de soi, la valeur qu'on se donne versus l'argent. Et je regarde tout simplement, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai décidé que j'en avais assez d'être dans toujours le juste assez, hein, Hmm. d'avoir le compte en banque juste assez. Et j'avais quand même un petit fonds, j'avais à peu près 3 000 $ dans mon compte en banque. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit là, ça suffit. Je me prends une coach, j'investis dans mon avenir, dans mon abondance à moi. Et en fait, c'est elle, je peux pas expliquer exactement quoi, qui m'a permise de voir que je me donnais pas de valeur, en fait. Hmm. Et que de là, je me suis donné de la valeur et j'ai osé proposer un cours à plusieurs milliers de dollars qui s'est rempli. Hmm. Et ça a été le déclencheur, en fait, depuis l'année dernière, où enfin je vis de mes activités. Alors, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que dans ma tête, on m'avait toujours dit les riches, les personnes riches investissent environ 10% de leurs bénéfices dans des dons, en fait. Ils font tourner l'argent. Mhm. Alors aussi, je me rendais compte que, ben oui, en donnant un peu à droite, à gauche, en faisant des donations, il y a quelque chose qui circulait dans l'argent, il y a une énergie qui circulait. Ça aussi, c'est un sujet un peu qu'on parle pas beaucoup, en fait.
C'est bien beau avoir de l'estime de soi, se donner de la valeur, mais l'idée, c'est aussi de faire tourner l'argent, de le faire rouler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian? Ben, je dirais que pour moi, c'est comme l'amour, c'est comme la gratitude. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui finalement, si on garde juste ça pour nous, c'est un peu pauvre. Si tu veux exprimer son amour à d'autres personnes, le montrer, exprimer sa gratitude à d'autres personnes aussi, mais également faire circuler son argent d'une manière qui a du sens aussi, plutôt qu'il soit bloqué quelque part, ben, si tu veux, ça permet aussi de donner autre chose. Alors c'est vrai que l'argent, alors souvent on dit l'argent est une énergie, je dis non, l'argent fonctionne comme une énergie, c'est pas la même chose pour moi, mais effectivement je pense que c'est la même chose, que ça fonctionne comme une énergie, et euh, qu'à ce titre-là, ben, c'est important que cela circule. Parce que l'intérêt de l'argent n'est pas l'argent en tant que tel. Le seul intérêt de l'argent, c'est son utilisation. De l'argent, si, si tu remplissais des boîtes de billets d'argent, tu le mets dans une armoire, il n'a aucun intérêt cet argent, il sert absolument à rien. Alors, dès le moment où on l'utilise d'une manière ou d'une autre, et plutôt d'une manière consciente, et d'une manière plutôt consciente, qui réfléchit, qui met de la joie, ça peut faire une différence dans sa vie, dans la vie des autres qui vont en profiter de ça aussi, plutôt que de le dépenser d'une manière il faut, je dois, ou compulsive, tu vois, où on cherche de la compensation, où là, ça n'amène aucune joie, ça n'amène aucun bien-être, aucune contribution à quiconque. Donc voilà, donc c'est important déjà juste se souvenir que c'est l'utilisation de l'argent qui peut créer de la joie, quelque chose de positif, mais pas juste l'argent tout seul. C'est clair, puis donner de l'argent comme donner de l'amour pour attendre en retour d'en recevoir, c'est pas non plus une bonne façon de le faire. Et c'est Ouais. pas ça qui va nous permettre d'en recevoir de toute façon. Donc là aussi, on va aller justement à l'estime de soi. Pourquoi les gens, il y a des gens qui disent, ouais, mais je donne, je donne, je donne, je fais des dons et ci et ça, il y a rien qui me revient, personne ne m'aime, personne ne me comprend. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, on parle d'estime de soi. Pourquoi les gens n'arrivent pas à recevoir de l'argent? Qu'est-ce que Ouais. tu vois, toi, dans la plupart des gens que tu vois dans tes ateliers, en fait? Quel est le motus vivendi de fond derrière tout ça? Pourquoi on n'arrive pas à recevoir de l'argent? Ouais, alors si tu veux, c'est vrai que je dirais d'une manière générale, enfin, je travaille avec tous les publics, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de gens dans les métiers des services et pas principalement les métiers d'accompagnement, que ce soit des coachs et thérapeutes et énergéticiens et autres, qui viennent me voir. Et globalement, ces personnes-là ont grande facilité à donner leur aide, je dirais même potentiellement pour certains avec une sorte de posture de sauveur aussi, qu'on voit plus facilement dans les métiers d'accompagnement. Et puis, on a encore beaucoup de facilité à donner et ont beaucoup plus de difficultés à recevoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument typique. Et si tu veux, quand on dit je donne, oui, alors moi, je m'intéresse toujours à aller voir qu'est-ce qui est en dessous du donner, de quel lieu ça part, parce qu'on peut donner de plein de lieux différents. Est-ce qu'on achète quelque chose ou est-ce qu'on est juste, on le donne avec le cœur, voilà, parce que c'est ça qu'on a envie, absolument sans rien attendre en retour, ce qui est de loin pas si facile que ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'attends de voir, mais surtout ce que je vois, donc c'est comme si pour beaucoup le tuyau du donner est bien débouché et le tuyau du recevoir est plutôt bouché. Donc autrement dit, c'est comme si une fois j'ai une porte ouverte, c'est le donner, puis une fois j'ai une porte qui est aux trois quarts fermée, c'est le recevoir, tu vois. Donc c'est difficile que ça vienne jusqu'à nous dans ces conditions-là. Mario a envie de partager quelque chose avec nous à ce sujet. Euh, c'était, c'était trop fort actuellement, je peux le dire. Quand t'es arrivé à l'expression, pourquoi c'est si dur, des fois, recevoir ou de donner sans apprécier le retour. Et là, ben moi, il est venu le flashback parce que bon, on sait que j'ai reçu un coup, pis c'est pas parce que j'ai reçu un coup sur la tête que j'ai pris conscience, là, ok, on va faire attention. Mais ça a juste aidé des fois. Bon. Et, euh, et c'est là que j'ai réalisé comment que j'avais peur, tellement peur de recevoir que j'avais peur de perdre l'amour que j'allais chercher dans tout ce que je donnais. Ah non, mais c'est-tu innocent? Excusez, je veux pas être sévère, là. Mais quand j'ai pris le coup, c'est devenu clair. C'est ce que je voulais amener. Merci d'avoir amené ça là parce que je disais, c'est pas mal plus ancré des fois dans notre intérieur qu'on peut l'imaginer. Ouais. Merci Mario. C'est pour ça que je disais d'ailleurs, le donner, il y a beaucoup de subtilité, hein, il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de choses cachées. Et
Et ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, et je parle évidemment de moi aussi. T'as coup, tu dis oui, t'as donné ça, mais t'avais comme une forme d'attente en retour, t'espérais comme quelque chose en retour, t'espérais qu'on puisse penser quelque chose de toi. Donc c'est déjà pas gratuit à cet endroit-là. Et c'est pour ça que je pense que malgré tout, la majorité des personnes ne donnent pas d'un endroit qui est absolument détaché ou complètement dans le lâcher prise d'un éventuel retour qui ne serait même qu'un merci, hein. Par exemple aussi. Mais simplement, effectivement, dans l'histoire du recevoir, je vois tellement, tellement de personnes qui se racontent des histoires. Et ces histoires qui se racontent, c'est du style, je ne mérite pas. Pourquoi moi? Tu vois, toutes ces choses qu'on se raconte. Puis je dis, ah bon, j'aimerais bien savoir pourquoi tu mérites pas. C'est quoi l'histoire que tu te racontes pour oser dire ça, enfin, pour oser prétendre ce genre de choses-là? Mais surtout, ce que je vois et qui est vraiment important de voir, d'aller percevoir, c'est que les histoires que les personnes se racontent, elles ne les diront jamais à leurs proches. Elles ne diront jamais la même chose à leurs proches, qu'ils soient des enfants ou des amis. Tu ne mérites pas, tu devrais pas recevoir. Jamais, jamais. C'est juste à soi qu'on raconte cette histoire-là. Donc ça montre bien que cette histoire n'a aucune valeur, n'est basée sur rien, je dirais, de concret. Et c'est pas parce qu'un parent ou l'autre a peut-être une phrase malheureuse ou n'a peut-être pas montré autant d'amour ou peut-être de présence que j'aurais aimé que je ne mérite pas pour autant. Ça n'a rien à voir. C'est encore une histoire qu'on se raconte. C'est justement, je reviens à ce que l'impression que tu as eue quand tes enfants t'ont traité de radin. Toi, tu as associé l'amour à l'argent, en fait, à ce moment-là. Oui, en tout cas, ouais, à l'utilisation de mon argent, au fait de donner, de payer des choses, parce que je pouvais bien voir que j'étais dans une forme de retenue, si tu veux. Parfois, au restaurant ou autre, j'étais très contrôlant sur pas trop dépenser, pas trop ci, pas trop ça. Et vraiment, ce qui est vraiment important de différencier, c'est que je n'avais aucun problème d'argent, je manquais absolument pas d'argent. De l'argent, j'avais des économies, il avait bien assez, mais j'avais des problèmes avec l'argent, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est vraiment important de différencier l'un et l'autre parce que j'ai beaucoup de personnes dans mes ateliers qui n'ont pas de problème d'argent, mais qui ont un problème avec l'argent. Et si on veut, je vais même aller plus loin, et même si ça va peut-être déranger, c'est que pour ceux qui nous écoutent, qui soient maintenant en direct ou qui seront en rediffusion, au moment où vous m'écoutez là maintenant, il n'y a personne à qui il manque de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne vous manque pas d'argent pour m'écouter, pour nous écouter. À l'instant T, pour nous écouter, il n'y a pas de problème d'argent. Le problème d'argent, il se manifestera peut-être ce soir pour payer un repas, peut-être à la fin du mois pour payer un loyer, peut-être le jour où vos enfants seront aux études ou à votre retraite, mais simplement, c'est important de voir que juste là, à l'instant, il ne manque pas d'argent pour être présent avec nous. Et il y a des moments où l'argent est important, il y a des moments où l'argent n'a aucune importance. Et simplement, les êtres humains, ils fonctionnent comme si l'argent était important tout le temps, tu vois. Je donne souvent l'image de la machine à café. Une machine à café, elle est intéressante et utile uniquement quand j'ai envie d'un café. Le reste du temps, elle est d'une inutilité absolue. Et en fait, l'argent, c'est la même chose. À un moment donné, il y a plein de moments dans ma journée, même où l'argent n'a aucun intérêt parce qu'il n'a aucune utilité et il est utile seulement à certains moments. Donc, c'est comme si ça nous aide déjà à faire un pas de côté plutôt que d'être préoccupé par des histoires d'argent à longueur de journée, par exemple. Du coup, le fait effectivement de se choisir en prenant un peu de distance avec ce concept d'argent en permanence qu'on a qui stresse justement avec l'idée de devoir payer ci ou ça à la fin du mois. Et c'est là que c'est compliqué de trouver, parce que, je dis, même moi, je vois pendant des années, j'ai galéré pour trouver la cause de pourquoi j'arrivais pas à recevoir et à, entre guillemets, faire de l'argent. Et on va parler d'ailleurs aussi au fait de l'expression de gagner de l'argent. Mhm. Ça aussi, ça a beaucoup rapport avec le mérite. Et je sais que toi, t'en parlais d'une façon que j'avais beaucoup aimée dans ton atelier. Et Donc, je dirais que ça va même plus loin parce que je ne sais pas si au Québec vous dites ça, mais en francophonie, en tout cas en Europe, on dit beaucoup gagner sa vie. Ça va même plus loin. C'est pas gagner mhm. de l'argent, c'est gagner sa vie, ce qui est bien pire. Et je peux dire en francophonie européenne, 90% du temps, c'est l'expression utilisée, c'est gagner sa vie. Donc dès le moment où on parle de gagner sa vie, qui parle bien de gagner de l'argent, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'autre chose, on parle uniquement d'argent. Comme on dit, pour subvenir à ses besoins avec l'argent. Donc, dès le moment où on parle d'une chose comme gagner, le contraire, la polarité existe. Donc, dès le moment où on pense qu'on doit gagner sa vie, ça veut dire qu'on peut perdre sa vie. Et perdre sa vie veut Mhm. dire mourir. Donc, si tu veux, l'expression gagner sa vie renforce l'idée qu'il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue avec les questions d'argent. Et là aussi, c'est une méconnaissance parce que ça sous-entend que si l'argent est une question de vie ou de mort,
Alors que ça veut dire qu'on ne pourra jamais supprimer l'argent, alors que si on supprime l'argent demain, on va trouver d'autres moyens d'échanger, mais on ne va pas mourir. Si on supprime la nourriture, si on supprime l'air, là, ça va être plus compliqué. Mais simplement, encore une fois, on fait un pas de côté pour se dire, oui, évidemment, c'est extrêmement utile et pratique d'avoir de l'argent, et ça, je ne le nie surtout pas, mais simplement de croire qu'il y a une question de vie ou de mort. Non, c'est pas l'argent, encore une fois, qui crée la vie. L'argent nous aide, nous soutient à pouvoir nous procurer un certain nombre de choses qui sont utiles. Mais sans argent, parfois, on arrive aussi à se procurer des choses utiles qui sont à travers du troc, à travers du soutien et différentes autres manières. Exactement. Et ça revient à mon dernier conjoint, il était multimillionnaire. Et Mhm. il vivait d'une façon très, très simple. Il était dans la même maison depuis 25 ans. Il avait sa vieille voiture. Et en fait, ce qu'il me disait, lui, c'est il avait appris de son père, qui était le fils d'une dame en Abitibi, dans les fins fonds de l'Abitibi, qui avait gagné sa vie en plantant des champs de patates. Donc, il revenait de Gagner de l'argent, très tu veux loin. dire. Ouais, mais en fait, mon conjoint, sa mère, qui était restée veuve, Mhm. avait dû faire grandir ses enfants pour gagner de l'argent en plantant des champs de patates. En fait, elle faisait la culture des Ouais, patates. ouais, c'est ça. Et son fils, donc le père de mon conjoint, lui est arrivé à Québec de peine et de misère, mais il voulait s'en sortir. Il voulait se sortir de cette notion de pauvreté, les champs de patates et tout ça. Et il est devenu multimillionnaire, ce monsieur-là, en inventant une poutre spéciale qui est encore employée aujourd'hui dans la construction. Mhm. Mais il avait enseigné à son fils, donc à mon conjoint, qu'il avait dû devenir ami avec l'argent. Et quand Mhm. tu as, toi, sorti ton livre et tes ateliers, devenir ami avec l'argent, ça m'a vraiment frappé parce que c'est vrai que quand il m'en a parlé, moi, c'est vrai que l'argent, pour moi, ben, c'était un outil, point. C'était Mhm. un outil, comme tu dis, qui est utile quand on en a besoin, puis le reste du temps, il n'est pas utile, en fait, tu vois. Et Mhm. là, devenir ami avec l'argent, mais ça a fait, bon, comment je peux devenir ami avec l'argent? Mais juste le fait d'en prendre conscience, d'oser aller regarder son compte en banque, ne serait-ce que ça, parce que moi, j'avais même de la peine à aller le regarder, parce que je savais que de toute façon, il était pas loin d'être vide en Mhm. permanence. Ça m'a changé ma vision de quelque part et ça m'a fait voir que, ben, quelque part, j'en prenais pas soin de cet argent-là comme je prenais pas soin de moi non plus. Et Mhm. là, derrière, il y a des croyances aussi. Il y a plein de gens, tu disais, ben, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne méritent pas. Mais pourquoi on ne mérite pas de recevoir? Pourquoi on ne mérite pas cette abondance financière? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi souvent l'argent est sale ou l'argent ça crée des problèmes. Moi aussi j'avais des croyances un peu de ce style-là derrière. Parce que pour avoir grandi dans une famille où il y avait de la violence à cause de l'argent, ben Mhm. moi je préférais pas en faire, tu vois, pas en Bien sûr. gagner. Bien sûr. Voilà. Donc ça aussi, ouais, je vais te laisser y aller. Non, non, c'est bon, mais tu vois, c'est déjà juste de ton dernier partage sur ce que tu as vécu en famille. Si ma perception, c'est qu'il y a de la violence à cause de l'argent, je vais effectivement associer argent égale violence ou conflit. Donc à partir de là, je n'ai aucune envie d'attirer de l'argent à moi, puisque dans mon esprit et dans mon inconscient, si j'attire de l'argent à moi, il y aura de la violence et du conflit dans ma vie. Donc comme je veux pas de conflit dans ma vie, je rejette l'argent qui va avec. Donc c'est ce qu'on appelle une projection. Et ça, c'est vraiment le fort de Peter Koenig, d'avoir montré à quel point nous projetions des choses sur l'argent, sécurité, liberté, Mm. autonomie, bonheur, réussite, je ne sais quoi, ou effectivement conflit, injustice, sale, ou je ne sais quoi. Et qu'en fonction de ce qu'on va projeter, ce qu'on va plaquer sur l'argent, on voit plus l'argent pour ce qu'il est, mais on voit l'argent pour ce qu'on plaque dessus, en fait. Et c'est là qu'on a une vision de l'argent qui devient erronée et qui devient même, cette projection devient même la source de nos comportements avec l'argent. Et justement, je voulais juste revenir par une chose, c'est que quand tu parlais effectivement de Ami avec l'argent, dans une vidéo, Peter Koenig disait, et c'est une vidéo que j'aime beaucoup en anglais, qui disait, on ne peut pas avoir une bonne relation à l'argent si on n'aime pas l'argent. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait crac à l'intérieur. Je me dis, quelle horreur, aimer l'argent, alors que je connaissais déjà bien ce qu'il faisait, hein. Et ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Et au fond, avec le recul, et puis il disait, mais c'est bon d'aimer l'argent, comme on peut aimer plein d'autres choses, tu vois. Et puis après le recul, je dis, mais oui. Je peux aimer mon ordinateur pour tout ce qu'il me permet, des choses extraordinaires, et Dieu sait, si de mon activité professionnelle, ça m'aide. Mais il y a une différence entre aimer quelque chose et être attaché à la chose. Ça, c'est là la grosse nuance. J'aime mon épouse, mais si je suis attaché à mon épouse, c'est pas de l'amour, c'est de la peur de la perdre. Donc, je peux aimer mon ordinateur, mais j'ai aucun attachement à mon ordinateur, à mon téléphone. On peut aimer de l'argent sans y être attaché, aimer l'argent pour ce qui permet, pour ce qui nous facilite la vie, pour à quel point c'est comme facilitant de faire des transactions avec l'intermédiaire argent plutôt que faire du troc tout le temps. Et je peux voir que cette invention-là elle me fait gagner beaucoup de temps.
Donc simplement, c'est quand on se raconte, justement, je dis aux personnes, mais si vous deviez dire j'aime l'argent, regardez ce qui se passe, il y a des personnes qui ça ne passe pas. Donc je dis, ok, on va prendre le temps pour voir quelle histoire tu te racontes pour que ça soit innommable, ce genre de choses, tu vois. Et je trouve intéressant d'aller juste se poser la question, voilà, si je dis juste, ah, j'aime l'argent, est-ce que ça fait du bien ou ça tend de partout? Et c'est juste un indicateur intéressant de mon rapport à l'argent déjà. Voilà, peut-être que je voulais déjà rebondir avant de revenir sur la question du recevoir. Je prends juste une gorgée d'eau. Mais Donc, c'est juste. effectivement, moi aussi, ça m'a fait ce coup-là quand il m'a dit devenir ami avec l'argent, voulant dire on doit apprendre à, pas il faut, mais on doit apprendre à aimer l'argent. Ça a fait clic aussi. En dedans de moi, c'est comme si l'argent était en dehors de moi. Et Mhm. comme si j'y avais, entre guillemets, pas accès. Et du coup, j'ai dû apprendre à voir, bon, c'est quoi le lien que j'ai avec l'argent. Et là, j'ai vu, bon, ma mère qui, à la fin de chaque mois, se plaignait à son mari qu'elle n'avait pas assez pour finir le mois avec le budget familial, les conflits que ça créait et tout ce qui allait avec. Et du coup aussi, bah, le manque qu'il y avait derrière pour X raisons dans ma famille. Mais toutes ces croyances-là, c'est comme si elles sont venues se mettre l'une après l'autre, sont venues se mettre devant moi pour réaliser qu'en fait, ça m'appartenait pas. Ouais, c'est C'est ça. pas, c'est pas mon histoire. C'est Mhm. l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de ma mère avec son mari qui a jamais assez d'argent, mais qui lui est millionnaire. Enfin bref, toutes ces choses-là. Et ça a pris à un moment donné de dire, attends, moi je suis moi, elle est elle, et puis c'est son histoire avec l'argent, c'est pas la mienne. Donc Mhm. c'est aussi de remettre aussi, quand on parle de loyauté familiale, hein, Oui, tu sais, si moi je peux pas être riche parce que maman peut pas, l'a jamais été. Puis en plus, elle a été malheureuse avec le ouais. manque d'argent. Donc, comme moi, je peux pas continuer là-dedans. Oui, mais c'est ça, c'est que tu partages quelque chose d'important, c'est la notion de loyauté familiale, que souvent on est loyal à tout le paquet, le bon et le moins bon, et c'est une prison en fait que nous faisons, hein, on s'autorise pas vraiment. Souvent on s'autorise des fois à faire un petit peu mieux, c'est comme si un petit peu mieux était acceptable, je sors pas trop de la norme, mais sortir de la norme, faire complètement différemment, ça crée beaucoup de peur. Et beaucoup de personnes disent, voilà, mais je suis plus en appartenance, je vais être exclu, rejeté ou je ne sais quoi. Et on porte encore ça hein, dans nos cellules, cette peur d'être banni du clan en quelque sorte, ce qui fait qu'on va être loyal même quand ça nous freine, même quand ça nous aide pas à être dans l'expansion, dans le rayonnement de notre être en quelque sorte. Donc c'est important de s'autoriser à être déloyal à des croyances ou à des comportements, parce qu'on n'est pas déloyal aux personnes, on est déloyal à des comportements, à des croyances. C'est pas du désamour, c'est pas un manque de respect, c'est une autorisation qu'on se donne à faire autrement. Et c'est bon et c'est absolument nécessaire de dire des choses auxquelles je peux être loyal et des choses auxquelles je m'autorise à être déloyal aussi. C'est vraiment l'un et l'autre. Et vraiment dans la notion de recevoir, il y a beaucoup de personnes qui, justement, parce qu'ils viennent de milieux qui étaient plutôt désargentés, ont comme pris en eux une sorte de fatalisme ou fatalité, tu vois, des générations d'avant, en disant, ben, ah ben non, c'est pas pour nous. Parce que, en tout cas, c'était bien le cas en France, mais je pense un peu partout quand même, il y a eu une époque où je veux dire, les classes étaient bien marquées, tu vois. Une classe d'ouvriers restait ouvrier, il y avait les bourgeois, il y avait la royauté à une époque. Enfin, c'est comme si chacun devait rester dans sa classe, en quelque sorte. Et qui suis-je pour m'autoriser à vouloir avoir une vie de bourgeois alors que je suis ouvrier? C'était très mal vu d'ailleurs, hein. Donc, toi, Mhm. si pour certains, on porte un peu ce truc-là de l'histoire familiale comme coincé à un endroit. Non, on est justement là pour ouvrir une nouvelle voie et s'autoriser à de l'expansion. Et l'expansion, elle peut être y compris financière, mais évidemment bien plus que financière. Tout à fait. Alors, ce que j'ai envie de te proposer, c'est on va faire une petite pause avec une Oui, petite chanson. Et volontiers, puis après, on va parler de comment transformer tout ça pour justement laisser entrer l'argent dans notre vie. avec plaisir. Dans mon cœur, un jardin en fleurs, chaque pétale un chant, une lueur, vert émeraude, paix infinie. Je respire l'amour, je me guéris, je laisse les blessures se dissoudre, la compassion en moi s'épanouit. Je pardonne, je m'ouvre, je souris. L'amour coule en moi, pur et doux, un souffle léger, prise d'espoir. Mon cœur rayonne, vaste miroir. Anahata, souffle sacré, énergie d'amour, cœur éveillé.
symphonie. Verte splendeur, guérison douce. Je suis amour, source et mousse. Je donne la vie, je prends le temps. J'embrasse l'amour fluide et grand. Je m'unis au monde, à chaque âme. L'amour en moi est une flamme. Je donne, je reçois, je ressens un cercle d'amour, un lien vivant. Les battements de mon cœur résonnent. À l'unisson, l'univers s'étonne. Je partage, écoute, je comprends. Je suis l'amour dans l'instant présent. Une caresse douce, un souffle vrai. Mon cœur s'élève, ciel doré. Anahata, souffle sacré, énergie d'amour, cœur éveillé. Compassion, lumière, harmonie, je rayonne en paix, en symphonie. Verte splendeur, guérison douce. Je suis amour, source et mousse. Je donne la vie, je prends le temps. J'embrasse l'amour fluide et grand. Les rivières de l'amour en moi se déversent, fluides et sans loi. Chaque goutte nourrit mon âme, un feu d'amour, une douce flamme. Je tends les mains vers les étoiles, un pont d'amour, lumière sans voile. La terre en moi, le ciel m'invite. Je suis l'amour, essence divine. Les larmes coulent, purifient tout. Énergie douce, amour en nous. Je m'abandonne à la douceur, je suis lié à toute splendeur. L'amour me guide, l'amour m'entoure. Je vis, je vibre, je lève le jour. Chaque souffle est une prière, une offrande à la terre-mère. Mon cœur brille, vibrant, sincère. Je suis l'amour, je suis lumière. Un temple sacré, jardin d'Éden, où l'amour règne, doux et serein. Amar me peut, oh l'amour pur. Mon cœur est fort, mon cœur est sûr. Anahata, je t'honore. Je vis l'amour encore et encore. Dans chaque battement, chaque instant. Je suis l'amour pur et brillant. On revient à l'émission avec Christian Junot, spécialiste de la relation à l'argent. Christian, merci d'être là. Ça fait un énorme plaisir de t'avoir avec nous et de parler de ce grand sujet qu'est l'argent. On va parler maintenant de la relation à l'argent. Comment se réconcilier? Là, on avait parlé avant la pause d'être ami avec l'argent, d'apprendre à aimer l'argent. Qu'est-ce que tu aurais comme outil pour nous aider, pour aider nos auditeurs qui cherchent encore comment faire de l'argent? J'aime pas le mot, mais c'est un peu Mhm. ça, gagner de l'argent, gagner sa vie. Euh, Comment est-ce qu'on se réconcilie avec l'argent pour la laisser entrer dans notre vie? Alors bon, il y a différentes pistes, mais je dirais de toute manière, la première déjà, ça commence toujours par des prises de conscience, parce que comme j'ai dit, le thème de la relation à l'argent est un thème absolument méconnu, alors qu'on est tous concernés. Et puis je trouve que c'est déjà important d'aller s'observer quelque temps s'observer dès qu'il s'agit d'argent, comment je me comporte, ou les pensées d'argent que j'ai, mais également que je vais faire des courses alimentaires, éventuellement m'acheter quelque chose, ma capacité à me faire plaisir ou pas, etc. Donc à discuter d'argent ou à poser des prix ou je ne sais quoi. Donc toutes ces choses-là, effectivement, elles vont m'aider, me soutenir déjà à conscientiser à quel endroit c'est compliqué, à quel endroit ça va plutôt bien. Parce qu'il y a vraiment des endroits qui peuvent être très différents et pour comprendre d'où ça vient. Et alors peut-être que pour une partie de ces choses-là, c'est intéressant de voir là où ça coince, de dire, tiens, est-ce que je rejoue des histoires familiales de mon père ou de ma mère, par exemple, ou de la lignée des femmes, par exemple, pour les dames, peut-être la lignée des hommes pour les hommes aussi. Hein, les hommes, c'est plutôt se sacrifier au travail pour ramener de l'argent à la maison. Pour les femmes, c'est des fois plutôt de ne pas s'autoriser à être dans le déploiement et dans l'expansion, se sacrifier pour les autres, parce que c'est un peu le modèle qu'elles ont eu aussi pour voir est-ce que je suis pris peut-être dans une loyauté et que là, ça demanderait effectivement d'être s'autoriser à être déloyal. S'autoriser à être déloyal.
s'autoriser. Moi, je travaille toujours sur les polarités, hein, je travaille toujours sur les polarités, c'est une chose sans contraire. C'est toujours important de pour faire un travail qui crée de l'unité. C'est juste, j'ai à être déloyal à quelque chose et je peux être loyal, par exemple, avec et sans croire, comme vous, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, hein. Je prends cet exemple-là parce qu'il est très connu. C'est l'idée de qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, comme on dit au Québec. Et potentiellement, si on prend une manière de faire, ça serait, supposons que c'est quelque chose qui vienne de votre père, supposons, ça serait de prendre une chaise, un objet symbolique pour représenter votre père, et de dire, par exemple, papa, je suis déloyal à ta croyance qu'il faut travailler dur pour faire de l'argent ou pour gagner de l'argent, trouver l'expression qui vous parle, et qu'est-ce que c'est bon d'être déloyal à ça. Hein, vraiment, juste faire la phrase debout, peut-être, et de sentir ce qui se passe dans le corps et voilà, tout le monde au niveau émotionnel. C'est pas au niveau de la tête qu'on va changer les choses, là, au niveau du mental, c'est lui qui nous amène là, c'est pas lui qui va nous aider à sortir de là. Donc juste prendre le temps et de redire une fois ou l'autre, et puis après on va travailler la polarité qui serait par exemple, papa, je te suis loyal, avec et sans, on met l'accent sur le sans, S-A-N-S, avec et sans croire comme toi qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent ou pour faire de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'autrement dit, je peux être loyal à toi que je crois ou que je crois pas comme toi, qu'il faut faire comme ça. Tu vois, avant, je suis loyal parce que je crois comme toi. Donc là, on est imbriqué, c'est-à-dire intriqué quelque part là-dedans. Donc là, je suis loyal que je crois comme toi ou pas. On sépare les deux choses pour nous donner la liberté. Je peux être loyal à qui tu es, mais en faisant autre chose, en croyant autre chose, en fonctionnant autrement, tout en étant loyal à l'homme, au père que tu es, par exemple, parce que c'est important d'être loyal à nos parents juste pour les êtres humains qu'ils sont. Qu'on ait apprécié ou pas ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. Mais qu'on le veuille ou non, on les porte en nous, ces parents-là. Qu'on les aime ou non, on les porte en nous. Donc, si on rejette un de ses parents, c'est nous que nous rejetons avec de toute manière. Donc ça peut être une manière de faire déjà, peut-être, mais pour commencer, je sais pas, peut-être, je sais pas, ça veut dire rebondir là-dessus déjà. Mhm. Il y a beaucoup d'outils, puis ça, c'en est un principal, hein. C'est vraiment de considérer, c'est ça, d'où ça nous vient, ces croyances qu'on porte, qui font que ben on se donne pas de valeur, on se donne pas cette abondance financière-là. Ça me fait penser dans mes ateliers, dans mes stages, j'ai une moyenne d'âge de 40 ans en montant. Donc, j'ai souvent des mamans qui sont là et qui ont encore des enfants de 20, 22, 24, 25 et voire plus à la maison. Hmm. Et elles sont là, et puis, ou alors elles les ont plus à la maison, mais elles leur préparent des petits repas tous les dimanches. Elles vont leur apporter une grosse glacière avec plein de nourriture dedans pour la semaine parce qu'ils sont aux études et tout ça. Et là, les autres dames autour elles disent, mais pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi tu es encore en train de donner, donner et te sacrifier pour ton enfant? Et puis, bon, ça devient éventuellement, on rigole, hein, mais le film Tanguy Ouais, dit, mais tu vas faire ouais. un Tanguy, tu Hmm. vois? Oui, mais si je le fais plus, elle pense avoir perdre l'amour de son enfant. Et Hmm. l'argent, ça a rapport aussi beaucoup avec ça, hein. Si on Ouais. ne donne pas d'argent, les parents qui donnent, qui donnent à leur enfant, même s'ils sont adultes et puis même plus aux études, c'est oui, mais donner cet argent-là, c'est la peur, par peur de perdre leur amour, en fait. Et c'est assez incroyable, hein. Ouais, c'est sûr que là, ça sort souvent les questions parents-enfants. Et c'est vrai que, encore une fois, on revient sur donner de manière totalement gratuite, tu vois. Et Mm. c'est aussi parfois une manière de garder des liens avec ses enfants, tu vois, parce qu'à un moment donné, notre job de parent, c'est d'amener les enfants à l'autonomie, comme le job de n'importe quel animal, c'est d'amener ses petits à l'autonomie. C'est pas différent finalement. Mais une fois qu'ils sont à l'autonomie, ils sont autonomes. Et parfois, c'est les parents qui ne veulent pas lâcher le cordon, en quelque sorte, ça, un ou les deux parents. Parfois, ça arrive, et ça arrive parfois que ce soit l'enfant aussi. Tiens, voilà, et c'est intéressant parce qu'au niveau même des enfants, je vois qu'il y a des enfants qui se mettent en dette ou en situation financière compliquée, et c'est les parents qui continuent de les aider. Et c'est comme une manière de garder le lien, tu vois, avec eux, d'une manière qui n'est pas très joyeuse parce que ça part de dettes et de situations financières compliquées, mais c'est comme si j'ai besoin d'être assuré encore et encore que je peux compter sur eux et qu'ils tiennent à moi, la preuve, ils vont continuer de m'aider. Et c'est pour ça que une des choses que je propose dans mes ateliers, puisqu'on parle toujours de polarité, c'est de travailler le bon père et la bonne mère, mais le mauvais père et la mauvaise mère. Alors, le bon père et la mauvaise mère sans condition, tu vois, je suis une bonne mère avec et sans rien faire pour mon enfant. On met l'accent sur le sans. Et puis, je suis une mauvaise mère et c'est OK.
Et plus les parents investissent dans leur relation aux parents, plus c'est insupportable de dire je suis un mauvais père ou une mauvaise mère et c'est OK. Et d'accueillir ça, c'est pas de le devenir. Enfin, déjà, comme je dis souvent, de toute façon, il y a déjà plein de moments où tu te vois comme un mauvais père ou une mauvaise mère. Donc, je n'invente rien. Tu te racontes suffisamment d'histoires en disant j'ai pas bien fait, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait ci ou ça, etc. Donc, ça, on nomme juste les choses pour pouvoir lâcher les tensions qui sont à l'intérieur. Mais surtout, c'est pour cesser d'avoir peur de passer pour tel, parce que tu pourras jamais empêcher tes enfants de penser ce qu'ils veulent. Et peut-être qu'ils trouveront que tu n'as pas été un bon parent. Ça leur appartient. Tu n'es pas obligé de le croire. Et dès le moment où tu as fait du mieux que tu pouvais, tout est parfait. Mais à un moment donné, si tu veux, il y a tellement de tension là derrière que je dirais le côté surprenant, c'est qu'on peut devenir un mauvais parent à force d'en faire trop. Dans le sens qu'on n'aide pas nos enfants à grandir, tu vois. À un moment donné, c'est un peu ce que tu partages, tu vois. Je continue de couver mes enfants, mais je les laisse pas grandir quelque part. Et quelque part, même avec une bonne intention, je ne rends pas du tout service à mes enfants. Tout à fait. Puis, ce qui est compliqué là-dedans, c'est quand on est l'enfant, puis on a le parent qui est là et qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Bon, bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas finalement? Et ça m'a fait me souvenir de quand j'étais jeune, où bon, ben, qui vivais avec mon beau-père, qui avait eu avec ma mère des jumeaux. Et ma demi-sœur, en fait, m'a appris il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, que elle, parce qu'elle sentait que son père l'aimait pas, mais qu'elle préférait son frère, elle, par contre, elle s'arrangeait pour soutirer tout l'argent qu'elle pouvait de son père. C'était sa façon à elle de se sentir aimée par son père. Et toute sa vie tourne autour aujourd'hui encore de l'argent. Ouais. Alors, elle est devenue elle aussi multimillionnaire parce que son père, elle a hérité de son père et c'est une femme profondément malheureuse. Ah bah, Et bien moi, sûr. je la vois aller et je me dis, mais mon Dieu, moi, j'ai vraiment pas du tout autant d'argent qu'elle, mais mon Dieu, que je suis plus heureuse qu'elle Mhm. dans le fait de me choisir dans la vie que moi, j'ai choisie. Alors, c'est... Bah, bien sûr, déjà, il suffisait d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait, hein. Des exemples de Ah, gens qui ont beaucoup d'argent qui sont profondément malheureux, on le voit même dans le showbiz, on le voit dans le milieu d'art, voilà, qui se suicident, qui se droguent, etc. Donc ça se saurait. Donc évidemment qu'on peut être heureux avec de l'argent, heureusement, mais ça veut dire qu'on est déjà heureux en soi, il y a déjà quelque chose en soi qui est déjà là, qui est présent, et tout ça vient bonifier potentiellement. Mais tant qu'on attend un événement extérieur pour être heureux, c'est déjà perdu d'avance. tout à fait. Et en fait, c'est comme les gens qui achètent, qui achètent, qui achètent, Ouais. et en fait, ils sont heureux sur le moment où ils achètent, du produit qu'ils achètent, puis après, ils le mettent de côté, ils l'utilisent, bon, ben, c'est fini, mais le bonheur tombe, entre guillemets. Et en fait, le bonheur vient de l'intérieur, ça a aucun rapport avec des objets. Et l'argent en fait partie. L'argent est un outil, mais c'est pas le bonheur en soi. Mais je crois même pas, tu sais, que ces gens qui achètent beaucoup, ça les rend vraiment heureux. Il y a une forme d'excitation de pouvoir le faire. Ouais. Tu vois, une sorte d'excitation, un peu, une forme d'intensité où on sent un certain pouvoir de faire quelque chose. Puis, effectivement, ça retombe comme un soufflet parce que ça n'a pas de teneur, ça n'a pas de consistance, tout ça. C'est vraiment plus une histoire qu'on se raconte et que ça vaut la peine d'aller un peu comprendre les motivations qui sont derrière pour aller retrouver quelque chose de plus intrinsèque plutôt que quelque chose d'extrinsèque qu'on va chercher à l'extérieur. Ouais. Exactement. Et tu as dit un mot très intéressant, le pouvoir. Mhm. Le pouvoir de l'argent. Il y a des gens qui emploient ce pouvoir de façon très positive et d'autres de façon très négative. Ouais. Et c'est aussi intéressant de voir comment les gens font quand ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils en font? Et Mhm. c'est assez impressionnant de voir le lien que les gens peuvent avoir avec l'argent, que ce soit d'en donner ou de pas en donner, définitivement, et tout ce que ça crée comme lien autour. Mhm. Ouais. Et Absolument. on va, donc en fait c'est ça. L'idée c'est de se choisir là-dedans, donc quelque part de prendre un peu de distance, hein, quand on a trop le nez dans toutes Ouais. ces histoires d'argent, prendre un peu de distance. Comme l'exemple que je donne souvent dans mes stages, c'est comme si on prenait le problème et qu'on le mettait sur une table devant nous. On prend l'argent, on le met devant une table devant nous et on regarde en fait qu'est-ce que ça nous fait vivre. Et on se choisit à travers tout ça, prendre le temps de réaliser, mais oui, c'est quoi le lien que moi j'ai à l'argent? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? Est-ce que je le mérite ou pas? Est-ce que je peux le gagner ou pas? Et à quel lien ça me réfère dans toute mon histoire familiale aussi, mon éducation, et même, on le voit même des fois au niveau karmique, au niveau transgénérationnel et tout ça. Ouais, absolument, tout à fait, hein, c'est absolument nécessaire. Ouais. Ouais. Et donc, on va aller voir aussi comment l'argent et la spiritualité cohabitent. Oui.
Comment tu vois ça, toi, Alors, Christian? la plupart du temps, pas très bien. Soyons très clairs. La plupart du temps, pas très bien. Pourquoi? Parce que souvent, si tu veux, et là, dans la spiritualité aussi, il y a différentes, je dirais, sources au départ, d'ailleurs, la notion de spiritualité, d'où part ça. Je vais être plus clair. Il y a des personnes pour qui être dans la spiritualité est une forme de fuite d'une réalité trop douloureuse. Et tu vois, je fuis à cet endroit-là et j'essaye d'être en dehors un peu de cette vie trop douloureuse et je m'enfuis à cet endroit-là. Et évidemment, ça ne change rien sur les problèmes de fond, mais ça crée une forme d'illusion. Et il y a d'autres personnes, voilà, ça vient pas du même lieu, mais simplement, pour une partie d'entre eux, je dis bien une partie d'entre eux, il y a une sorte de rejet du monde matériel. Et si tu veux, c'est comme si être dans la spiritualité, c'était être au-delà, au-dessus de ces questions d'argent. Et c'est comme si, ah ben non, nous, on va pas commencer à se préoccuper de l'histoire d'argent, on est au-delà de ça, comme si on était, entre guillemets, plus évolué. Et là encore, si on revient sur les notions de polarité, il y a une sorte de rejet la matérialité, le matérialisme, qui va souvent avec un rejet du capitalisme et des choses comme ça, et la spiritualité. C'est comme deux choses séparées. Et tant qu'on Mm. n'arrive pas à les réunir comme deux pièces, deux côtés d'une même pièce, on va être cuit, parce qu'au fond, on pourrait aussi choisir de nous voir comme des êtres spirituels venus nous incarner dans la matière. Et si c'est comme ça qu'on peut se voir, ben, s'incarner dans la matière, ça veut dire se frotter à la matière. C'est pas toujours confortable, on est bien d'accord. Et l'argent fait clairement partie de la matière, même s'il existe, il est de plus en plus virtuel, mais il est au niveau du premier chakra. On est vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur du terre à terre, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que à un moment donné, on peut choisir d'utiliser son argent ou de voir l'argent comme quelque chose qui contribue à quelque chose de plus beau, de permettre de mettre du sens dans sa vie, de permettre de contribuer à des projets qui ont du sens, soit les nôtres ou d'autres. Et moi, je pense vraiment que l'argent pourrait être un accélérateur de transformation de société, justement en faisant circuler l'argent auprès de ceux qui ont des projets qui amènent plus d'humanité, qui amènent quelque chose de plus positif pour le vivant, respectueux. Et de cette manière-là, l'argent va être un formidable vecteur de transformation, si tu veux. Et c'est pour ça que pour moi, ça vaut la peine, quel que soit, qu'on soit dans la spiritualité, c'est important de se réconcilier avec l'argent pour en faire un outil au service de ce qu'on aspire à voir et à vivre dans cette vie-là, dans cette matière-là. Complètement. Et je pense au début, quand il y a 30, 40 ans en arrière, j'ai commencé à œuvrer dans le monde de la thérapie et de la spiritualité. Pour moi, c'était très clair que tout devait être gratuit. Parce Ouais. que spiritualité égale gratuité. Hum, Mais parce qu'il y a encore cette croyance religieuse qu'on voit encore. D'ailleurs, les hum, moines au Sri Lanka, quand je vais les voir, ils sont totalement aux frais de la princesse, entre guillemets, aux ouais, frais de la communauté. ouais, Mais nous, ici, ça fonctionne plus comme ça. Les curés, ils fonctionnent plus. Ils ont aussi aujourd'hui des factures à payer, les curés et les ouais, pasteurs. Ils fonctionnent comme nous. Ils sont dans la matière, comme tu disais. ouais, Et donc, ça a pris de réaliser qu'en fait, non seulement je suis peut-être un vecteur pour aider les autres, mais je ne suis plus nonne, ni curé, ni dans un couvent, ni moine au Sri Lanka. Je suis une personne qui vit dans une société, qui a des factures à payer, puis qui doit manger comme hum, tout le monde. Donc, en fait, ça a été de réaliser que, justement, je suis un pivot entre la spiritualité et l'argent, entre guillemets. ouais, Et en fait, c'est de rallier les deux. Et pour rallier les deux, eh ben, c'est ma valeur qui rentre en ligne de compte là-dedans. Et au hum, fur et à mesure que les années ont avancé, ben, j'ai commencé à mettre des prix sur mes consultations. Puis les prix aujourd'hui, ben, ils ont augmenté, puis ils sont à la hauteur de ce que je pense valoir. Alors, hum, il y a des gens qui vont charger, puis je me souviens au début, il y a 20 ans en arrière, quand on avait le livre Le Secret et tout ça, et puis on commençait à parler d'abondance et tout ça. À un moment donné, je me souviens, je me suis dit, oh, je vais aller faire une consultation, une journée d'atelier avec une thérapeute. Je me souviens même plus de son nom. Je vais sur son site web et elle chargeait 5 000 $ pour une journée. hum. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Je veux bien croire que, mais là, il y a comme, moi, ça me faisait dans mon cœur à moi. Je dis, bon, j'avais peut-être un budget de quelques centaines, mais 5 000 pour une journée, j'ai Ouais, halluciné. Et il y a des gens qui payent pour ça. Alors, hum. d'après toi, pourquoi les gens vont payer un gros montant comme ça? Pour quoi? Pour une journée d'atelier? Pour un week-end? Tu vois? Alors, si Quel est tu le veux, rapport que les gens vont avoir, en fait, d'après toi, d'après ce que tu vois dans tes stages? si tu veux, on achète toujours de la valeur perçue.
C'est-à-dire qu'on Mhm. perçoit une valeur. Donc, quelqu'un qui propose 5 000 quelque part, s'il n'a aucune référence, s'il n'arrive pas à montrer d'une manière ou d'une autre à travers la présentation qu'il va faire de ce qu'il propose qu'il y a de la valeur derrière, personne ne voudra mettre 5 000. Mais effectivement, suivant qui c'est, bon, après, il y a des personnes qui savent rendre la mariée plus belle, hein, je veux dire, au-delà de la réalité, tu vois, il y a aussi ça. Mais je veux dire, pour moi qui ai écrit et coécrit 5 livres, je vois que ça fait partie de la valeur perçue, qui est passé dans des grandes radios et tout ça. Ça fait partie de la valeur perçue pour certains en disant, ce mec-là, il a un peu d'expérience par rapport à un débutant qui n'aurait rien à donner. Donc on dirait, on n'est pas forcément prêt à payer le même prix pour l'un et pour l'autre parce qu'on ne perçoit pas la même valeur, ce qui ne signifie pas que je suis meilleur que l'autre, mais juste que on ne perçoit pas la même valeur. Donc il y a ça. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendent la baguette magique. C'est-à-dire que je voyais tout à l'heure d'un post d'un Québécois qui s'appelle François Lemay, que je dois connaître de nom au moins, voilà, qui est quelqu'un que je connais bien et qui disait, alors, je suis malheureux quand je vois toutes ces promesses qu'on fait sur les réseaux, gagner tant, ci et ça, et il disait, sans rien faire pratiquement, comme si ça allait tomber du ciel, comme ça. Il dit, parce que, et je disais, oui, effectivement, je pense que beaucoup de personnes cherchent la baguette magique. On va faire le marketing miracle qui va remplir ton agenda, qui va faire ci ou qui va faire ça. Et que moi, je crois vraiment, en tout cas et c'est une croyance, hein, donc je ne dis pas qu'elle est réelle, mais dans ma croyance, c'est ma posture intérieure qui va faire la différence à l'extérieur. Tant que je cherche des coups de des trucs à l'extérieur et que je n'ai pas fait le chemin intérieur, ça ne fonctionne pas. Et je vois tellement de personnes qui investissent des gros montants dans du marketing, mais comme intérieurement, c'est je ne suis pas prêt à recevoir, ça ne marche pas encore une fois. Donc, Mhm. c'est vrai que moi, alors, j'ai vu des gens, non, j'ai vu des gens proposer des trucs à des dizaines de milliers d'euros, des accompagnements, des trucs. Moi, ça me paraît dingue, c'est vrai, personnellement. Mais en même temps, voilà, ben après, tant qu'il y a des gens pour acheter, ça fonctionnera. Mais possiblement, c'est pas parce que quelqu'un propose ce prix-là que des gens achètent, hein. Ça, c'est encore pas, ça va pas de soi non plus, parce que n'importe qui peut proposer un gros prix, si on veut. Donc, et encore une fois, hein, je n'exclus pas que potentiellement quelqu'un, pour prendre l'exemple de 5 000 la journée, quelqu'un soit tellement brillant ça puisse valoir ça pour certains clients. Pour tout le monde, je ne le crois pas, mais pour certains clients, parce que en tant qu'accompagnant, de toute façon, on ne pourra toujours faire que sa part, on ne pourra jamais faire la part de l'autre. Donc tout ça est un processus alchimique pour moi, l'accompagnement. Et Mhm. voilà, donc ce sont ce sont des choix, tu vois, ça peut comme dans un hôtel ou un restaurant, tu choisis d'être haut de gamme, moyen de gamme ou plutôt populaire. Voilà, ce sont des choix. Là, ça peut être ce même choix, mais simplement, si je veux être un restaurant haut de gamme, un hôtel haut de gamme, je dois voir ce qu'il y a derrière qui montre que je suis haut de gamme, quoi, hein. Autrement, ça va pas tenir la route, puis les gens vont pas venir longtemps vers moi. Mhm. Tout à fait. Donc il y a un peu de Et naïveté parfois aussi. J'ai malgré tout un peu de naïveté, je trouve aussi. Ouais. c'est ça que j'allais dire, parce que les personnes qui se disent, oh, si elles le vendent ou ils le vendent à 5 000 $ la journée, c'est qu'il doit y avoir une sacrée qualité derrière. C'est ça qu'on s'attend, en fait. Et puis après, Absolument. bon, il arrivera ce qui arrivera, mais je veux dire, ça veut pas dire le montant. Je veux pas mettre tout dans le même panier, mais Non, non, le bien sûr. montant n'est pas égal forcément à la qualité qu'il y a dedans. C'est Oui, juste ça que je veux dire aussi, absolument. parce que on reçoit tellement d'offres, justement, comme tu dis, de toutes sortes Ouais. que le prix ne vaut pas forcément la qualité annoncée. Non, tout à fait. Alors, moi, j'ai une personne très proche qui a investi 3 000 sur une journée avec une coach et tout, et avec le recul, me dit clairement ça ne le valait pas, hein. Voilà, c'était pas correct du tout, ce prix-là par Mhm. rapport à ce que j'ai reçu. Donc voilà, encore une fois, ben, c'est sa perception. Je dis pas que toutes les personnes qui bossent avec cette personne-là ont la même perception, mais sa perception, elle, c'était non, je m'attendais à quelque chose de différent qu'un truc comme ça, quoi. Tout à fait. Alors, Christian, quand on commence à se choisir dans sa relation à l'argent, qu'est-ce que ça change concrètement dans sa vie? Oui. Alors, tu sais, pour beaucoup, ça déjà s'autoriser à se faire plaisir. Ça commence souvent par là, parce que si moi, je ne m'autorise pas à me faire plaisir, qui va le faire déjà? Et si tu veux, c'est aussi un signal que j'envoie à l'univers, tu vois. J'ai de la valeur et je le montre. Alors évidemment, quand je dis je le montre, j'aime être très clair. On peut se montrer de la valeur largement au-delà des questions d'argent. Se montrer de la valeur, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de sa santé physique, ça peut être prendre soin de sa nourriture. Ça peut être de ses horaires de travail, ça peut être de plein de manières aussi, mais et aussi savoir se faire plaisir. Je parlais tout à l'heure, moi aujourd'hui je vois que je m'offre des hôtels quand je suis en voyage professionnel principalement, mais pas que, des hôtels bien meilleurs qu'avant. Parce que je vais être dans des bons lieux pour être en forme. Je veux que ce soit proche des lieux où je suis, je veux que ce soit confortable, que ce soit peu bruyant,
parce que je sais que mon état de forme, mon état intérieur va influencer la qualité de ce que je vais proposer. Mais si tu savais au début, pendant longtemps, les boui-boui dans lesquels j'allais, qui étaient juste, qui parlaient juste de ma peur encore et de ma non-autorisation de me donner de la valeur, et qui fait qu'effectivement, je cherchais le bon prix plutôt que je cherchais du confort, tu vois. Alors, je dis pas que le prix n'a plus d'importance dans mes choix, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment, je dois me sentir bien et c'est vraiment une manière de se donner de la valeur. Donc, ça peut se manifester de plein de manières différentes, mais ça commence déjà par là et encore une fois, c'est un signal qu'on envoie pour moi à l'univers à plus grand que nous aussi. Voilà, parce que je vaux bien ça et je le fais. Et évidemment, vous allez, en m'entendant, en fonction de vos moyens financiers qui ne sont pas les mêmes pour les uns les autres. Tout à fait. Puis se donner de la valeur aussi, ça me vient à l'idée de être fier de soi. Alors les gens me disent oui, mais fier de soi, au Québec on dit tu pètes de la broue, là, tu te tires les bretelles, tu vois. Et en fait, non, être fier de soi, c'est être juste bien à sa place. Ouais. C'est pas être orgueilleux. Et ça, les Ouais. gens souvent font pas la différence entre la fierté et l'orgueil. Et Mhm. quand on est fier, on est juste bien à sa place, dans sa valeur, dans ses baskets. Et c'est là qu'en fait on peut laisser la vie nous donner tout ce qu'elle a à nous donner et nous laisser recevoir tout l'argent, l'abondance positive, évidemment, dont on a besoin et on aime créer. Oui, ce que Mm. tu dis est important, si tu veux, dans le sens où c'est vrai que le mot fier est un mot, je vois bien qu'il y a une crainte chez moi, que je me dis, oula, que ça vienne trop de l'ego, je vois que ça parle de moi aussi. Mais simplement, moi je trouve que déjà d'apprendre à aimer qui on est, c'est Mhm. important, parce que je peux m'aimer tel que je suis sans avoir à changer, tu vois. Trop souvent, de soi à soi, on doit avoir une forme de perfection pour mériter l'amour, alors qu'on n'est pas du tout la même chose avec les autres, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc aimer qui je suis ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là, mais j'aime l'être que je suis là maintenant, comme je pouvais l'aimer il y a 2 ans, 4 ans en arrière, et puis que j'aimerais l'être que je suis. Et si tu veux, pour moi, aimer qui je suis, c'est aussi une vibration. Parce que si je pense que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez, c'est une autre vibration. Et je vais attirer des événements qui vont me confirmer que je ne suis pas assez. Alors que si j'aime l'être que je suis, tel que je suis, avec ce qu'on appellerait des défauts et des qualités, même si ces mots-là me parlent de moins en moins, je dirais que quelque part, on attire des choses qui peuvent confirmer que je peux être à l'aise et content de qui je suis, tu vois. Et parce qu'on vibre juste pas la même chose. Tout à fait. Et on vibre en fait dans ce qu'on appelle aussi l'humilité, hein. Oui, bien Dans sûr. le non-ego, c'est tout simplement dans l'humilité parce qu'on est juste bien là où on est. Et on Voilà. est fier de qui on est parce qu'on s'aime tel qu'on est. Oui. Alors, ça fait une grande différence quand justement on descend de l'ego. On parle beaucoup ici au Québec, je sais pas en Europe, mais on parle de plus en plus de gens qui sont perchés. Hein, qui Mhm, sont mhm. perchés dans leur ego spirituel et on en parle Oui. de plus en plus parce il y en a de plus en plus qui montent un peu trop haut sans garder les pieds sur terre, hein, comme on parlait tant tout à l'heure. Et non, en fait, en ayant les pieds sur terre, on est simplement là, on s'aime tel qu'on est, on est fier de qui on est, et on est juste bien, sur notre X, en fait, dans qui on est. Alors, Absolument. Christian, il va être le temps bientôt de nous quitter, mais j'aimerais t'inviter à parler à ceux et celles qui n'osent pas encore se choisir, que ce soit financièrement, émotionnellement, spirituellement. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Moi, ce que je leur dirais, c'est de d'oser, alors le mot peut paraître fort, mais confronter les histoires qu'elles se racontent, ces personnes-là. D'oser aller remettre en question ces histoires-là, dire quelles sont les histoires que j'ai tendance à me raconter me concernant. Ça peut être de les poser sur le papier et tout, et vraiment de les prendre une à une en disant, mais est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est vraiment la réalité aujourd'hui? Et est-ce que je dirais la même chose à quelqu'un d'autre? Et comme en général, la réponse est pratiquement toujours non. Chaque fois que je ne dirais pas ça à d'autres personnes, ça veut dire, mon expression, c'est bullshit, c'est poubelle. Et vraiment, il n'y a pas de raison de se parler, d'être plus sévère et plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Il y a zéro raison. Il n'y a jamais personne qui nous a dit d'être comme ça. Ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Donc, ça serait vraiment, et peut-être aussi de d'écrire quelque chose qui était de l'ordre de si je me choisissais ou en me choisissant, virgule, plutôt en me choisissant, virgule, je. Et puis quelques petits points. Et commencer à noter quelles seraient les choses qui émergeraient en disant, en me choisissant, je ferai ci, je ferai ci, je fais ça et commencer à mettre ça en place. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Pour moi, sont vraiment les petits pas qui font de grandes différences quand ils sont multipliés plutôt qu'un gros truc unique. Moi, je préfère beaucoup de petits pas multipliés et ça fait une vraie différence. Et je donne juste un exemple. Ça fait maintenant 2 ans, bientôt une année et demie, 2 ans,
que j'ai choisi de marcher un certain nombre de pas par jour. C'était 6 000 au début, je suis à 10 000 et j'ai pas l'intention d'aller plus haut depuis une année. Et marcher 10 000 pas par jour, je sais que c'est bon pour ma santé, c'est bon pour ma digestion, c'est bon pour avoir des meilleures idées, plus de clarté. Et effectivement, c'est pour moi de l'amour de moi aussi que de me faire ça. Et parfois, c'est vrai que je dois un peu me secouer pour y aller. Et dès que j'y suis, ça me fait du bien aussi. Voilà, c'est me choisir que d'avoir dit, OK, je trouve le temps et je m'arrange pour trouver le temps. Je peux même parfois faire un téléphone ou autre si j'ai à faire pendant ce temps-là. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Parce que je décide de me choisir et mon véhicule terrestre, qui est le corps, celui-ci, il est là pour l'instant. Si je n'en prends pas soin, ben, je risque de m'en aller un peu plus vite. Peut-être j'aurai envie. Merci beaucoup, Christian, pour ce bel échange qu'on a eu aujourd'hui. Plaisir. Alors, je vais inviter tous nos auditeurs à aller sur ton site web, Christian Junot Pro, hein, c'est ça? Oui, Et Christian Junot Conseil. C'est junotconseil.com. Ouais. c'est là, c'est junoconseil.com. On va vous mettre de toute façon tous les liens dans YouTube, dans le lien YouTube. Et je viens d'avoir un petit blanc. Donc voilà, ah oui, et puis de regarder aussi la liste de tous nos stages, que ce soit ceux de Christian ou les miens. Moi, je vais être en Europe cet automne, donc avec le thème justement se choisir, développer sa confiance en soi, son intuition et ses dons, où on travaille sur soi à tous les niveaux de l'abondance dans la vie, l'abondance positive, la prospérité, et surtout la confiance en soi, confiance en la vie, confiance en créer la vie qu'on veut. Alors, on vous invite, autant Christian que moi, à participer à nos activités. Et je vous souhaite le meilleur et beaucoup, beaucoup de prospérité et de bonheur et de joie dans votre vie et surtout de l'amour, comme d'habitude, toujours ce même mot merveilleux qu'est l'amour de soi. Mario est là avec nous et je le laisse terminer cette belle entrevue. Merci Christian. Merci pour À l'invitation. très Je souhaite le meilleur bientôt. à chacun, chacune d'entre vous aussi. Ah, ben, Merci, gratitude énorme. merci Quel Mario. plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et quel bel apprentissage. Bye tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre